Province indonésienne d'Aceh, juillet 2010. Ces jours de flagellation publique. Cette scène d'un autre âge est commune ici. La charia, la loi islamique, y est appliquée à la lettre. Une dizaine d'hommes ce jour-là vont passer devant le bourreau. Leur crime, ils ont été pris en train de jouer à la loterie clandestine. Ils sont considérés comme des offenseurs de l'islam et traités comme tels. 5, 6, 7. Aceh, 4 millions d'habitants, musulmans à 98%. Dans cette région de l'extrême nord de Sumatra, on ne badine pas avec la religion. On a coutume de dire que l'on est musulman ici depuis le XIIIe siècle et que l'islam est arrivé en Indonésie, premier pays musulman du monde, via Aceh. Mais Aceh est aussi une province martyre qui porte encore les stigmates de 25 ans de guerre civile et surtout du tsunami de 2004. Les tribunaux islamiques datent de la même période. Ils fonctionnent maintenant à plein régime. Ils ont leurs bras armés, la Vilayatul Hizbah, la police de la charia. Chaque jour, des barrages sont érigés et le bon millier d'agents que compte cette police religieuse veille au grain. Port du voile, couple illégitime, tout est vérifié et le sermon obligatoire. Pourquoi croyez-vous que le tsunami a frappé notre province d'Aceh? Hein? Pourquoi? C'est un avertissement de Dieu parce que nous n'avons pas respecté les enseignements. Nous ne nous sommes pas conduits en bons musulmans et nous avons été punis. Ces contrôles font partie des opérations dites de socialisation de la loi et de la morale religieuse. Elles ont été conçues dans ce grand bâtiment, le tribunal de la charia. Le juge suprême de cette administration judiciaire islamique y voit surtout un progrès pour la région. Nous savons bien que les organisations de défense des droits de l'homme critiquent nos lois, et notamment la flagellation publique. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ces critiques. Là où ils voient un acte de torture, moi je vois une leçon, une humiliation pour le coupable. Rien de plus. C'est beaucoup plus efficace que la prison. On est puni, cela dure 10 minutes, et puis ensuite, on peut reprendre ses activités. C'est beaucoup mieux. Aceh, l'antichambre de la Mecque, est-elle en train de se radicaliser, tomber entre les mains des imprécateurs? Dans cette école coranique des environs de Banda Aceh, la capitale, rien ne semble avoir changé pourtant. Le rêve des adolescents, étudiants en religion, reste le même. Qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard? Moi, je veux être oustaz, chef religieux. Et toi? Oustaz aussi. Toi? Moi, je veux être un savant de l'islam, oustaz. Moi, je suis déjà oustaz. Je suis déjà chef. Et pourquoi est-ce si important de l'être? Être oustaz, c'est ce qui me convient le mieux. Parce qu'on mène une vie pure et simple dans la religion et le respect du prophète. Bien sûr qu'il faut appliquer la loi coranique. Il est obligatoire que nos femmes soient voilées, par exemple. Ça, c'est la norme. Mais il ne faut pas les brutaliser. Il ne faut pas qu'elles se sentent oppressées à cause du voile. La police de la charia s'y prend mal, c'est certain, et c'est un vrai problème à Aceh. On force les gens à vivre dans les règles de l'islam plutôt que de les y inviter. L'imposition de la charia est émaillée d'incidents et de violences, surtout dans les régions reculées. C'est là que nous décidons d'aller. Première surprise, à moins de 30 km de la capitale, il n'y a pas un pont reconstruit. On traverse les rivières en bac. Nous sommes sur la route côtière, en direction du sud. C'est la zone la plus touchée par le tsunami. 7 longues années ont passé, mais ici, les routes n'ont toujours pas été refaites non plus. Comme si les milliards de dollars de l'aide humanitaire n'étaient pas arrivés jusqu'ici. Nous approchons du district de Molabo, sur les rives de l'océan Indien. Plus de la moitié de la population a péri, emportée par les vagues tueuses de décembre 2004. Et c'est comme si le sort s'acharnait sur Molabo, car aujourd'hui les autorités religieuses y ont imposé les règles les plus restrictives d'Aceh. Dernier décret en date, l'interdiction des pantalons pour les femmes, jugées anti-islamiques.
Nous avons rendez-vous avec une activiste locale. Arrestations arbitraires ou brimades, rares sont ceux qui osent dénoncer ces abus. Elle nous emmène rencontrer une adolescente, l'une des dernières cibles des policiers religieux. Ils ne vont pas l'emmener, ta sœur. Ne t'inquiète pas. Ne pleure pas. Ça va aller, ça va aller. La famille est en émoi. La jeune fille a été humiliée en public, son pantalon mis en pièces en pleine rue. Nancy, la collégienne, ne veut plus sortir de chez elle. Il faut qu'elle parle, ta fille. C'est très important que le monde sache. Laissez-la tranquille. Ma fille est traumatisée. Il y a eu le tsunami et maintenant c'est la police islamique. Vous vous rendez compte? Essaie de la convaincre. Elle ne vous parlera pas, et moi non plus. Les agents de Dieu de Molabo n'ont pas bonne réputation, ils le savent. Nous décidons d'aller les voir dans leur quartier général, sans invitation et en caméra cachée. Chef, il y a des journalistes étrangers qui me posent des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Mais qui sont donc ces gardiens zélés de la morale islamique? Pour être un bon policier de la charia, il faut deux choses. Être sûr de sa foi et avoir une solide connaissance de l'islam. C'est suffisant. Les djinns coupés au ciseau en pleine rue? Mais non, nous n'avons jamais fait cela. Ce sont seulement des rumeurs. Même dans les milieux religieux les plus extrémistes, c'est l'embarras. Le problème, c'est que ce sont des jeunes, ces policiers de la charia. Ils n'ont pas suffisamment de savoir, de connaissance de l'islam. Ils sont de bonne volonté pour faire appliquer la charia, mais vous savez comment est la nature humaine, parfois ils font des erreurs plus ou moins graves. L'application stricte de la charia autorise toutes les dérives des chefs de district despotiques aux actes de délation dans les villages. Ces mesures sont loin d'être populaires ici, mais elles font le bonheur de certains. C'est le cas de Madame Houssine, propriétaire d'un magasin où tous les articles sont certifiés par les autorités religieuses. Ici, tout est halal. Les accessoires, les livres, tout est conforme à la charia. Mais l'arme secrète de Madame Houssine, c'est son rayon de vêtements pour femmes, à l'étage. Là, c'est le coin des enfants. Vous savez, les enfants, et particulièrement les filles, doivent apprendre les codes vestimentaires islamiques, et ce, dès le plus jeune âge. Et ça, vous êtes certaine que c'est très conforme? Oui, c'est même du plus pur style islamique. Depuis le nouveau décret sur l'interdiction des pantalons, Madame Houssine a littéralement vu ses ventes s'envoler. Vous voyez, ça c'est le djilbab. Ça se met comme ça. C'est simple. Simple comme ce malentendu qui a précipité la population d'Aceh dans le piège de la loi islamique. C'est ce que nous explique cette spécialiste de l'Indonésie. When the Indonesian government wanted to persuade the Acehnese Tout est parti lorsque le gouvernement central a cherché à faire perdre toute velléité indépendantiste à Aceh. En fait, le gouvernement indonésien a habilement proposé une application de la loi islamique dans la province comme étant une étape sur le chemin de l'autonomie. Mais en réalité, c'était un leurre destiné à dompter le sentiment de rébellion. Au palais du gouverneur de la province autonome d'Aceh, nous rencontrons Mohammad Nazar, un ancien rebelle propulsé à la tête de la région après des années passées en prison. Pour lui, il n'est pas question d'islamisation, mais il est difficile de faire marche arrière. Alors la charia, on fait avec. Je suis plus en faveur de l'éducation, de la connaissance, plutôt que de la répression. On essaie d'aller dans ce sens en tout cas. Mais vous savez, si on compare Aceh au Sri Lanka, aux Philippines, au sud de la Thaïlande ou même à la Palestine, à Aceh, on est plus progressiste
que beaucoup d'autres de nos frères musulmans dans le reste du monde. Cette terre dévastée par le tsunami et par 25 ans d'une insurrection sanglante contre le gouvernement central de Jakarta se remet peu à peu. La population atchénaise s'ouvre doucement au loisir et tente de progresser, il est vrai, quitte à accepter et vivre avec ses contradictions. Des contradictions et des exceptions aussi, comme Sandra, une native d'Aceh qui entend bien rester libre en dépit du risque. Si je décide de le porter, le voile, cela ne sera pas par peur des policiers de la charia, mais par peur de Allah lui-même. Pour quelle raison serais-je une mauvaise musulmane simplement parce que je ne porte pas le voile? Je ne le mets que dans certaines circonstances, mais certainement pas pour aller à la plage. Bien entendu que l'islam n'a jamais interdit de prendre du bon temps sur la plage. Mais franchement, une femme sans voile, comme ça, c'est du blasphème. Être musulman, pratiquer l'islam, prier, cela regarde notre Dieu et lui seul. Cela ne regarde personne d'autre que lui. C'est Allah qui juge. Aceh n'est pas si religieuse. Toutes ces femmes qui portent le djilbab ne sont pas automatiquement de parfaites musulmanes. Cette situation est tellement hypocrite. Difficile de savoir si les escadrons de la police religieuse, convaincus d'œuvrer la plus grande gloire de l'islam, auront le dernier mot dans cette province convalescente. Les Atchénais, fiers descendants des sultans de Sumatra, champions d'un islam modéré, rêvaient donc d'indépendance et de liberté. Ils n'ont obtenu pour l'instant que la charia.